Bonjour à tous, on va attendre 1 ou 2 minutes que tout le monde ait le temps de bien se connecter. Voilà, on va démarrer. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Hélène Arinck, chargée de promotion de l'offre de services pour les entreprises. Nous sommes réunis aujourd'hui pour un webinaire d'1 heure, 1 h 15, réalisé dans le respect des règles sanitaires en vigueur, bien entendu, afin d'aborder le thème de la prévention des risques professionnels dans les établissements sanitaires et médico-sociaux au travers de notre offre régionale de prévention. Vous êtes touchés depuis longtemps par des difficultés de recrutement, un absentéisme important, un turnover. Malheureusement, la crise pandémique a encore aggravé cette situation, mais vous allez voir tout au long de ce webinaire que vous pouvez agir sur différents risques et ainsi protéger la santé de vos salariés. C'est donc avec Florence Nézard, Frédéric Gérald et Alain Brunel que nous vous proposons le programme suivant. Tout d'abord, nous allons aborder l'organisation de la prévention, la formation du personnel et nous verrons plus en détail comment mieux utiliser les aides techniques. Puis nous poursuivrons sur la prévention des risques psychosociaux, du risque biologique et des troubles musculo-squelettiques. Et enfin, nous finirons sur les aides financières de la CARSAT Sud-Est. Après cette présentation, nous consacrerons une vingtaine de minutes pour les échanges. Vous pouvez tout au long de ce webinaire poser vos questions ou poster vos commentaires grâce au chat qui se trouve en haut à droite de votre écran. N'hésitez pas également à télécharger la documentation qui est à votre disposition, également accessible par le petit icône en haut à droite de votre écran. On vous invitera également à répondre à un petit sondage après la présentation, mais on y reviendra. Alors, comment prévenir les risques professionnels dans vos établissements et adopter les bonnes pratiques pour réduire l'absentéisme? Eh bien, c'est maintenant. Je donne sans plus tarder la parole à Frédéric Gérald et vous souhaite un bon webinaire. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Et je suis Frédéric Gérald, contrôleur de sécurité à la CARSAT du Sud-Est. La CARSAT du Sud-Est sur le risque professionnel est organisée par secteur géographique. Donc, vous pourrez retrouver tous mes collègues sur le site de la CARSAT pour avoir votre interlocuteur privilégié. Sans plus attendre, je vous propose déjà de partager ensemble le constat. D'ores et déjà, en premier plan, la présentation. Le constat. Et comme on peut le constater, effectivement, au niveau des accidents du travail avec arrêt, qui est la courbe en rouge, et l'indice de fréquence, qui est la courbe en bleu. Pour rappel, l'indice de fréquence, c'est le nombre d'accidents du travail divisé par les nombres de salariés et multiplié par 1000, qui permet d'avoir une vision adaptée aux accidents du travail en s'affranchissant bien évidemment de la notion d'effectif. Donc depuis 2014, la courbe ne cesse d'augmenter
pour en 2018 s'apercevoir qu'un plateau est atteint, mais un plateau haut avec 19 500 accidents du travail avec arrêt et pour un indice de fréquence de plus de 100 accidents du travail pour 1000 salariés. Pour donner un ordre de grandeur, pour la même année 2018, dans le BTP, l'indice de fréquence était de 74 AT pour 1000 salariés. Sans surprise, nous pouvons constater aussi qu'effectivement, la manutention manuelle arrive en premier poste sur les accidents du travail pour les TMS, suivi des chutes de plein pied et ensuite les agressions qui rentrent bien évidemment dans le registre des risques psychosociaux. Un élément à tenir en compte aussi, c'est que 36% de ces accidents du travail sont liés à une lésion sur le dos. Pour rentrer un peu plus dans le détail et savoir qui sont les professions les plus touchées, bien évidemment aussi, sans surprise malheureusement, les soignants sont en première ligne. Et une information importante à partager, c'est 80% des TMS sont liés à la mobilisation de personnes dépendantes. Vous verrez que c'est un élément important à retenir pour ensuite son travail de prévention. Les aides techniques. Alors, les mesures de prévention d'ordre général doivent s'articuler sur 3 axes principaux. L'organisation, les mesures techniques et des mesures liées à la formation et les montants en compétences du personnel. Dans les mesures techniques, il y a un panel d'offres qui est proposé. J'en ai retenu 3 qui sont le guidon de transfert dans un premier temps, avec bien évidemment un niveau d'autonomie qui y répond. Ensuite, le lève-personne mobile, suivi du rail plafonnier avec moteur fixe au mobile. Mais ces équipements techniques doivent être mis en œuvre suite impérativement à une évaluation du niveau d'autonomie des personnes dépendantes pour apporter la réponse la plus adéquate pour la prise en charge du patient, du résident ou du bénéficiaire, mais également pour la prévention des TMS vers les salariés. Une question se pose, c'est quand on doit s'interroger sur plus de personnes soulevées, même à 2, quand la personne est dépendante, on va doucement s'apercevoir que le lève-personne mobile atteint ses limites au bénéfice du rail plafonnier et qu'il va quand même rester dans le périmètre des équipements techniques à mettre en œuvre, mais de manière support et ponctuelle. L'organisation prévention, un facteur incontournable pour mettre en place sa politique de prévention. On doit structurer son établissement pour lui permettre d'avoir des réponses adéquates face aux situations de travail, Et ces réponses, elles peuvent être amenées par une formation. Une partie de ces réponses peuvent être amenées par une formation. C'est la formation SMS HAPA. C'est sanitaire et médico-social, hébergement, accompagnement de la personne âgée. Bien évidemment aussi avec les acteurs PRAP, qui sont les acteurs sur la prévention des risques liés à l'activité physique dans le sanitaire et social. Et on peut s'apercevoir aussi que finalement, c'est plutôt presque un projet d'établissement avec des enjeux stratégiques pour le directeur, une mise en place, une conduite de démarche de projet de prévention par l'animateur et des acteurs PRAP qui vont faire remonter les situations dangereuses pour ensuite pouvoir y travailler. Voilà. Cette formation est organisée sur 4 temps forts. Le premier temps fort, bien évidemment, c'est un jour de sensibilisation pour le directeur et bien connaître les enjeux de la prévention.
et pouvoir appréhender ce cursus de formation avec l'animateur prévention qu'il aura désigné. Dans un second temps, dans son premier cycle, l'animateur prévention bénéficiera de 4 jours de formation pour l'acquisition de compétences, d'outils d'évaluation qui ensuite seront utilisés dans le troisième temps fort en interne avec bien évidemment le binôme directeur-animateur de prévention pour faire un exercice qui sera de faire une évaluation des situations de travail. En deuxième cycle, c'est une intervention en salle de formation du binôme directeur et animateur de prévention qui vont soutenir leur projet et présenter le plan d'action associé. Les partenaires sociaux se sont emparés de ce sujet et ont mis l'accent sur l'organisation prévention. Et à travers l'organisation prévention, bien évidemment, l'animateur prévention est en première ligne. Donc, on peut retrouver dans cette recommandation régionale R23 la notion de durée aussi, qui est une question qui nous remonte assez régulièrement. Combien de temps doit-on allouer à l'animateur prévention pour être pertinent, efficace et sans pour autant perturber la vie de l'établissement? Donc, ces notions de temps qui apparaissent. Un dernier point, c'est une grille d'évaluation bien 10 points sur d'autres risques. Donc, c'est une mise à jour qui a été faite sur cette R23 sur les agents infectieux. Eh bien, je pense avoir fini. Je vous remercie de votre attention et sans plus attendre, je passe la parole à Florence. Je vous prie de nous excuser. Un petit problème technique au niveau du micro de Florence, qui va bien évidemment être résolu rapidement. Désolé pour ce nouveau problème technique de micro, j'espère que vous m'entendez.
Je vais donc poursuivre par ma partie et on reviendra ensuite à la présentation de Florence Neza sur les risques psychosociaux. Donc, je suis Alain Brunel, ingénieur conseil à la CARSAT du Sud-Est et je fais partie de l'équipe qui s'occupe plus particulièrement du secteur sanitaire et médico-social. Alors, je vais vous parler de la formation au risque bio-infectieux, donc, ce qui est une nouvelle formation expérimentale qui a été dans le contexte épidémique que l'on connaît bien, notamment sur le secteur du secteur du domicile. Donc, c'est une nouvelle offre qui a été développée en 2020 et qui s'adresse aux aidants, soignants et encadrement du secteur sanitaire et médico-social. Alors, cette offre de formation comporte 2 modules d'une journée chacun, avec une partie théorique et une partie pratique. C'est bien entendu, cette formation est transposable aux autres catégories d'établissements sanitaires et médico-sociaux comme les EHPAD ou d'autres établissements. Et donc, il est composé d'un premier module d'un jour qui comporte les bases du risque infectieux et de la Covid-19 et de ses moyens de protection. Donc, c'est un module qui s'adresse à des soignants et des non-soignants. Mais également des aidants et des aidants et de l'encadrement également. Puis un deuxième module d'une journée qui consiste à organiser le travail en période épidémique, évaluer le risque infectieux, être capable de mettre un plan d'action et de mettre à jour le DUER, document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc ce module s'adresse aux référents Covid-19, aux animateurs de prévention et à l'encadrement des services. Pour tout renseignement ou pour programmer ce type de formation dans vos établissements, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous mettrons en contact avec les partenaires qui mettent en œuvre ce plan de formation. Nous allons maintenant passer donc au thème de l'accompagnement par la CARSAT Sud-Est et des aides financières. Voilà, donc le programme, alors contrairement à l'offre que je viens de vous présenter, le programme national TMS Pro, c'est un programme qui est national prioritaire, impulsé par la Caisse nationale depuis 2014 et dont la version 2 va être bientôt lancée courant mars dans l'année. C'est un programme qui concerne essentiellement les établissements et les entreprises qui sont affectés par des accidents du travail et des maladies professionnelles liées à des TMS. Donc, dans le secteur sanitaire et médico-social, ça concerne plus de 150 établissements en région PACA et Corse. Ce programme comporte 4 principales étapes. Donc, pour la maîtrise de ce risque en entreprise, une première étape de diagnostic sur des situations à risque de TMS. Ensuite, la formation de personnes ressources dans l'établissement ou à l'extérieur de l'établissement pour mettre en œuvre le plan d'action. Un repérage des situations à risque de TMS qui sont prioritaires à traiter. Et ensuite, une marche vers l'autonomie dans la maîtrise de ce risque. Donc pour cela, un site internet a été dédié à cette méthodologie et accessible pour les entreprises qui sont ciblées par ce programme, mais également pour toutes les autres entreprises. Il faut préciser qu'un accompagnement est assuré par la CARSAT Sud-Est, par les préventeurs de la CARSAT Sud-Est pour vous aider à vous repérer par rapport à cette méthodologie, à utiliser le site internet et à demander toute aide nécessaire pour mener à bien ce plan d'action. Il est également
prévu de vous accompagner sur la formation de vos salariés, notamment à travers les référentiels INRS qui ont été présentés par Fred Gérald précédemment, donc le référentiel HAPA SMS pour l'animateur de prévention, ou acteur ou formateur PRAP pour les soignants et non soignants. Donc, ces formations sont dispensées par des organismes de formation habilités par le réseau prévention, donc risque professionnel, assurance maladie. Enfin, des aides financières de la CARSAT Sud-Est dédiées à ce programme vous seront proposées. C'est d'ailleurs le thème de la prochaine diapositive. Donc, ces aides financières, il s'agit des subventions prévention TPE que vous allez pouvoir retrouver facilement sur notre site dans l'onglet Entreprise, que vous pouvez voir sur cette diapositive. Demander une aide financière. Et donc, cette aide financière s'adresse aux entreprises de moins de 50 personnes. C'est très, très facile à réserver en ligne à l'adresse que vous pouvez découvrir sur la diapositive. Il faut préciser que toutes les aides financières proposées par la CARSAT Sud-Est sont conditionnées par des conditions comme l'éligibilité. Donc, un des critères d'éligibilité, c'est le nombre de personnes rattachées à l'entreprise. Le respect d'un cahier des charges qui est disponible en ligne, que vous pouvez télécharger facilement. Mais également la disponibilité des budgets. 2, 3. On entend bien, Florence. Ah, merci Alain. Ok. Donc dès que j'aurai fini ma présentation, je vais pouvoir repasser la parole à Florence Nézat, notre psychologue du travail. Il faut préciser que ces aides financières sont des aides financières proposées par la direction des risques professionnels, c'est-à-dire la direction des risques professionnels rattachée à la branche ATMP, accident du travail, maladie professionnelle de la sécurité sociale. Puisqu'on va voir ensuite qu'il y a une autre catégorie d'aide financière, mais qui est rattachée à une autre direction, la direction de l'assurance retraite, et donc la branche retraite pour l'action sociale. Donc, concernant ces subventions prévention TPE, une autre information qui peut être utile, une subvention jusqu'à 25 000 € et 70% du montant de l'investissement, ce qui n'est pas négligeable. Enfin, il existe, on va voir les différentes catégories de ces subventions prévention TPE, puisque en allant sur notre site, vous allez découvrir qu'il y en a pas mal en ligne. Pour le secteur sanitaire médico-social, il y en a essentiellement 4 qui sont susceptibles de vous intéresser, puisque ces subventions prévention TPE sont liées soit à un risque, donc TMS, et donc programme TMS Pro, soit à un secteur d'activité. Secteur d'activité sanitaire médico-social, en langage sécurité sociale, c'est l'aide et soins à la personne. Donc, aide et soins à la personne à domicile, une première catégorie d'aide. Aide et soins à la personne en établissement, deuxième catégorie. Possibilité de subventionner donc des aides techniques, notamment les aides techniques qui ont été présentées par Fred Gérald en début de cette présentation, comme des élèves personnes sur rail, guidon transfert, etc., mais aussi les dispositifs de formation présentés par lui-même également, HAPA SMS et acteurs et formateurs PRAP. Enfin, vous retrouvez ci-dessous les deux aides, donc subvention prévention TPE, liées au programme TMS Pro dont je vous ai parlé. Donc, une première phase diagnostic pour pouvoir financer un diagnostic par un ergonome référencé. Nous avons des ergonomes référencés, des cabinets qui sont spécialisés dans l'analyse des risques de TMS. Et ensuite, après le diagnostic, pouvoir mettre en œuvre le plan d'action qui a été identifié par ce même ergonome, donc avec possibilité de mettre en œuvre, d'acquérir des aides techniques, financer de la formation ou également des prestations par un consultant.
Je vous parlais tout à l'heure d'une autre catégorie d'aide financière qui dépend d'une autre direction de la CARSAT, donc la direction de l'action sociale, mais ce sont des fonds assurance retraite. Donc, comme ce sont des fonds assurance retraite, on va pouvoir financer des activités, des acquisitions ou des projets liés à des personnes âgées de GIR 5 et 6. Donc, par exemple, améliorer les lieux de vie collectifs. Donc, ce sont des aides financières sous forme de subventions ou de prêts à taux zéro. Mais on peut aussi financer des actions d'amélioration de la vie sociale et de prévention de la perte d'autonomie, du soutien à des structures intermédiaires, notamment de l'habitat inclusif. Donc, il y a une autre adresse email pour pouvoir formaliser vos demandes. Attention, il s'agit d'appels à projets qui sont limités dans le temps, qui ont démarré début février, qui prendront fin avril. Voilà. Donc, si vous avez des demandes, n'hésitez pas à les faire passer très rapidement et n'attendez pas fin avril pour cela. Vous avez jusqu'à fin avril pour ça là, mais il ne faut pas dépasser ce délai. Alors, là, merci pour votre attention, mais je vais passer la parole à Florence Neza qui va pouvoir développer la partie sur les risques psychosociaux. Oui, bonjour, voilà, Florence Neza, CARSAT Sud-Est, prévention des risques professionnels. Donc, on a eu un petit couac à un moment, mais là, à présent, ça fonctionne. Donc, j'espère que vous m'entendez, hein. C'est vrai que c'était... j'espère que vous m'entendez. Voilà, donc je vais déjà retrouver la partie... Donc, vous assistez un peu en direct, là, au retour sur les informations qui vous a été présentées précédemment par mes collègues. Donc, nous y arrivons, voilà. Voilà. Donc, ce que je vous propose, en fait, c'est de vous présenter un diaporama sur la prévention des risques psychosociaux, mais en lien avec le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire la prévention de l'absentéisme. Donc, c'est vrai que lorsqu'on parle de prévention des risques psychosociaux, on a tendance à associer le taux d'absentéisme. Donc, c'est vrai que ce qui est important au-delà de la prise en compte de ce taux d'absentéisme, c'est aussi de repérer d'autres indicateurs qui peuvent être le signe d'un contexte dégradé. Donc là, vous avez quelques indicateurs que je vous ai présentés. Là, hein, vous avez tout ce qui peut concerner le turnover, les arrêts maladie, les accidents de travail, et ça a été évoqué tout à l'heure aussi, tout ce qui va concerner les violences internes, mais surtout externes. Donc c'est vrai que la prise en compte globale de ces indicateurs d'alerte va amener tout naturellement à s'intéresser à la prévention des risques psychosociaux. La prise en compte de ces indicateurs, sous forme par exemple d'un tableau de bord, va pouvoir déjà donner une indication sur un pré-diagnostic en lien avec des risques psychosociaux. Ces indicateurs, en fait, sont des indicateurs que vous allez décider collectivement dans vos établissements. Donc là, il y a eu je vous ai proposé quelques indicateurs. Néanmoins, vous êtes tout à fait libre de repérer des indicateurs qui sont plus parlants au regard de votre activité de travail. La prévention donc des risques psychosociaux passe par cette vigilance sur les indicateurs, mais aussi bien évidemment sur tout ce qui va concerner les situations de travail réelles auxquelles sont exposés les salariés. Donc là, on peut en citer quelques-unes, hein, il y en a d'autres, mais c'est vrai que là, j'ai simplement mis un focus sur les exigences qui sont liées au travail. Donc là, on est vraiment sur ce qui va concerner l'intensité du travail, tout ce qui va concerner des interruptions fréquentes, tout ce qui peut concerner une augmentation de la charge de travail, tout ce qui peut concerner des objectifs qui ne sont pas nécessairement clairs. Donc ça, c'est un premier point. Et une autre situation de travail pour laquelle votre secteur d'activité est particulièrement impacté, c'est celle qui concerne des exigences émotionnelles. Donc avec là, une exposition possible des salariés à tout ce qui est la souffrance d'autrui, tout ce qui est la misère sociale et aussi et surtout les moyens existants pour répondre à cela. Les moyens que l'organisation peut proposer aux salariés pour répondre à ces exigences émotionnelles.
C'est vrai que là, si on prend en compte, si vous prenez en compte des indicateurs tels qu'on les a nommés jusqu'à présent et des situations de travail, vous êtes vraiment dans un plan de prévention des risques psychosociaux. Donc, dans le but, bien évidemment, d'améliorer les conditions de travail des salariés et aussi d'améliorer la performance de l'établissement. Nous proposons des offres d'accompagnement sur la prévention des risques psychosociaux. Donc, ces offres d'accompagnement se déclinent en formations qui sont proposées par notre service. Donc là, cette formation est une formation qui permet de repérer les facteurs de risque qui exposent les salariés sur leur lieu de travail et de pouvoir ensuite intégrer, aider les stagiaires à intégrer ces facteurs de risque dans un document unique d'évaluation des risques professionnels. C'est vrai que là, cette formation se déroule en 3 journées. Donc, il y a des apports théoriques qui concernent les définitions sur les risques psychosociaux, des aspects un petit peu plus juridiques, et aussi le partage d'outils INRS sur ces aspects-là. Donc, l'outil Faire le point et une autre brochure qui s'adresse à des entreprises de plus de 50 salariés. Le but ensuite pour les stagiaires, c'est de retourner sur leur terrain et de pouvoir expérimenter ces outils et lors de la journée retour 4, pouvoir nous donner un reflet de comment ils ont pu sur le terrain expérimenter ces outils-là. Un autre accompagnement qui est proposé par le service prévention, c'est d'être présent dans les entreprises à des moments clés d'une démarche de prévention. Donc, ça peut être dans l'aide à l'élaboration d'un cahier des charges, ça peut être aussi dans le lancement d'un copil, que ce soit avec l'aide d'un consultant ou sans consultant. Ça peut être aussi dans une sensibilisation assez rapide au copil sur de quoi on parle quand on parle de risques psychosociaux. C'est se mettre d'accord sur le même langage. D'autres orientations possibles là qui concernent les orientations vers un réseau de consultants, le réseau I3R-PACA et Corse, qui sont des réseaux que nous animons avec d'autres partenaires institutionnels que sont la Directe, la MSA, la RACT et les services de santé au travail pour la Corse. Cette orientation vers des consultants peut se faire donc parce que ce sont des consultants que l'on connaît, des consultants qui sont compétents sur le sujet et des consultants qui participent régulièrement à une dynamique de réseau. Enfin, donc il y a aussi des recommandations INRS qui ont été mises en place parce que la situation de pandémie a impacté durablement l'activité des établissements, et ces recommandations de l'INRS invitent tout particulièrement à être vigilant sur la charge de travail, sur les collectifs de travail et les possibles délitements de ce collectif de travail, invite aussi à avoir une attention très particulière sur le management, comment manager à distance, management hybride, et aussi repérer les bonnes pratiques qui ont été mises en place durant cette période, qui continuent à être mises en place, et surtout bien valoriser ces bonnes pratiques. C'est très important. Donc c'est vrai que là, la recommandation d'INRS, je vous invite à la lire, car en effet, là, je viens de vous citer quelques éléments, mais ils sont tout à fait développés et ils donnent des idées pour mettre en place ces points-là. Enfin, nous souhaitions aussi vous parler d'une action que nous avons mise en place auprès des établissements de l'aide et soins à la personne. Donc c'est vrai que cette action-là, c'est une action expérimentale qui correspond à un besoin qui a été exprimé par le terrain, un besoin de faire le point finalement sur ce qui s'est passé durant cette situation de confinement 1, ce qui s'est passé durant la situation de confinement 2 et qui continue finalement à se produire par rapport au contexte sanitaire dans lequel nous évoluons toujours. Donc, il a été donc demandé à certains établissements, par rapport à leur requête, d'accueillir un consultant durant une période assez courte, 5 jours, de façon à ce que ce consultant puisse dans un premier temps présenter sa démarche et puisse ensuite faire un diagnostic assez court, parce que vous voyez que c'est un diagnostic qui se base sur une durée de 5 jours, sur les bonnes pratiques qui ont été mises en place, sur ce qui a été important pour les salariés, sur la façon dont l'organisation
à accompagner les salariés dans cette situation inédite. Donc, et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de voir que la proposition se fait de façon modulable. Le consultant peut aussi bien proposer un questionnaire que des entretiens individuels, voire des entretiens collectifs. Et ce recueil de données qui permet ensuite d'avoir des orientations qui vont se définir en plan d'action grâce aux copiles des aides et soins, aux copiles des associations qui sont concernées, donc des salariés qui sont sur le terrain. Et ces plans d'action, ils ont une volonté à être pérennes, c'est-à-dire que l'idée, c'est de pouvoir ensuite les suivre dans le cadre d'indicateurs qui ont été repérables en amont de la démarche et d'indicateurs qui seront suivis après le départ du consultant, puisque ce qui est à noter dans cette action, c'est que le préventeur de terrain, donc là vous voyez qu'il y a 6 structures qui sont concernées, 3 dans les Alpes-Maritimes et 3 dans les Bouches-du-Rhône, le préventeur va pouvoir aussi, à des moments, continuer à évaluer avec le COPIL, avec les établissements concernés, ce plan d'action. Donc là, on est sur un exemple d'action qui ne concerne pas directement votre secteur d'activité, mais un exemple d'action expérimentale qui peuvent être mises en œuvre aussi dans des structures comme les vôtres, avec donc les aides financières possibles qui vous ont été présentées par Alain Brunel. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation. Je vous remercie pour votre attention et m'excuse à nouveau pour le petit couac en lien avec des problèmes techniques. Nous sommes prêts à présent à répondre à vos questions. Merci Florence. Donc, je vous proposer de répondre à 2 petits sondages et nous allons après répondre à vos questions. Voilà. Alain, si tu veux commencer, je crois. Oui, alors en fait, il y a des questions qui reviennent autour des financements, par exemple. Donc, la dernière question que je peux lire, dont j'ai pas eu le temps de répondre par écrit, c'est les contrats de prévention existent-ils toujours? Alors, effectivement, on n'en a pas parlé, ils existent toujours, mais aujourd'hui, comme j'ai pu le dire, ils sont soumis à, je veux dire, une disponibilité budgétaire qui est réduite. C'est pour ça qu'on n'en a pas parlé. Mais ça va revenir, mais pour l'instant on a plus trop de budget sur ce financement. C'est pour ça qu'on met l'accent sur les subventions prévention TPE. Alors bien évidemment, l'inconvénient, c'est que c'est les entreprises de moins de 50 salariés, comme je l'ai dit. Donc c'est des salariés qui sont rattachés au numéro SIRAN en fait. Et alors que les contrats de prévention, c'est les entreprises de moins de 200 personnes. J'espère qu'on aura de nouveau du budget et la possibilité de vous accompagner avec des contrats de prévention, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Alors c'est vrai pour un peu développer aussi sur le contrat de prévention, il est bien évidemment en lien avec la Convention nationale d'objectifs qui est signée entre la CNAM et vos organismes, et qui fait que oui, le contrat existe, mais c'est le budget qui pêche. Moi, je viens de voir une question d'un EHPAD qui est affilié à la MSA. Donc, si vous le souhaitez, je peux vous mettre en lien avec un chargé prévention de la MSA qui intervient sur les risques psychosociaux. Après, je ne sais pas si c'est vraiment le sujet, si la demande financière concerne les risques psychosociaux ou plus globalement l'ensemble des risques qui ont été présentés précédemment. Ok, on peut peut-être reprendre les questions qui ont été posées au début du webinaire. Je pense pour toi, Frédéric, une question sur le lève-personne motorisé. Voilà, est-ce que tu connais ce lève-personne motorisé? Lève-personne motorisé sur rail plafonnier ou lève-personne mobile? Est-ce que je peux avoir dans le flot des questions, je suis en train de chercher. Dans favoris, va dans favoris. Favoris.
Dans les lève-personnes, on va dire, il y a les lève-personnes plafonniers sur rail plafonnier, les lève-personnes mobiles, donc sur roulette. Hein. Effectivement, si c'est ces lève-personnes sur roulette, il existe un modèle, je crois que c'est Handicare, qui est motorisé, dont les roues sont motorisées, parce qu'autrement il faut le tirer, hein, le lève-personne mobile, donc dont les roues sont motorisées, mais on a eu très peu de retours sur cet équipement. Et d'ailleurs, on est preneur de retour, puisque si certains ont pu tester ce matériel, on est preneur d'un retour, parce que moi je l'ai vu en démonstration, mais j'ai jamais pu le voir en établissement, en fonctionnement en établissement. Tout à fait. Après, parce que je peux pas en fait là-dessus. Ouais. Oui, qui est en lien aussi avec la surface de la chambre, donc la possibilité de giration autour du lit. Alors après, il y avait une question qui, il me semble, qui revenait aussi, mais et Frédéric y a répondu, mais peut-être qu'il faut en reparler pour que ça puisse bénéficier au plus grand nombre. C'est si vous avez identifié le besoin de formation, alors d'abord au référentiel HAPA, alors SMS, sanitaire médico-social, c'est un dispositif INRS, comme l'a dit Fred, mais c'est ex-HAPA. Pour former informer le directeur et former un animateur de prévention. Effectivement, il y a des listes sur le site de l'INRS. C'est pas très commode à trouver. Peut-être le plus pratique, c'est nous consulter, donc faire trouver le préventeur de votre secteur ou nous contacter par email. Voilà, donc pour qu'on vous transmette cette liste, puissiez faire appel à un organisme de formation habilité. Il vous transmettra à ce moment-là les dates des sessions à venir et vous pourrez vous inscrire. Pour le financement, donc subvention prévention TPE, mais vous pouvez aussi demander à votre OPCO, OPCO Santé, puisque c'est des formations qui sont connues par les organismes ex-collecteurs OPCO. Moi, je vais peut-être répondre à une question sur les formations sur les RPS, là que je vois dans le fil d'actu. Donc, les formations RPS sont déjà définies en termes de date. Donc, il y en a une qui va démarrer fin mars. Hein, donc, il y a 3 jours, là, les 3 derniers jours de mars, avec une journée retour qui est prévue au mois d'avril. Donc le coût, c'est le coût de vos cotisations, hein, donc il n'y a pas de coût spécifique, hein, si ce n'est le coût du repas, hein, qui n'est pas pris en charge par la CARSAT. Et c'est vrai qu'on a l'habitude de prendre 2 stagiaires par établissement, pas plus, hein, de façon à ce qu'il y ait aussi une possibilité d'échanger pour les stagiaires de différents établissements. Donc en fait, les inscriptions, elles se font soit par votre contrôleur de secteur, si vous le connaissez. Autrement, on vous mettra dans le fil de la conversation l'adresse mail sur laquelle il faut écrire pour pouvoir s'inscrire à cette formation. Alors ce qu'on ne sait pas, c'est si cette formation se déroulera en présence ou à distance. Bon, vu le contexte sanitaire, je pense que ce sera plutôt à distance. J'ai vu qu'il y avait aussi la question qui se posait sur les aides financières. Est-ce que c'est valable dans d'autres régions de la France? Ben oui, elles sont toutes, les 4 subventions prévention TPE que j'ai présentées sont des aides financières nationales, donc elles sont disponibles dans toutes les régions de la France. Peut-être Frédéric, tu peux répondre à Léa qui a posté un petit commentaire sur la gestion du lève-personne motorisé, qui demande un temps d'adaptation important des équipes. Comment peut-on l'aider? Alors, d'ores et déjà, il y a une règle de base, c'est l'implication des équipes. Donc oui, le lève-personne motorisé est un élément technique, mais qui doit s'inscrire dans une mise en place de moyens partagés. Sous-entendant, si on implique l'équipe dans son projet, elle sera force de proposition, elle sera plus enclin à accepter et comprendre surtout l'intérêt des mesures en place, et notamment sur le lève-personne motorisé, mais qu'on pourrait aussi calquer, cette question sur le lève-personne avec rail plafonnier, qui souvent pose question sur la mise en place et le fait de l'utilisation. Oui, ce temps d'adaptation est nécessaire.
mais qui doit être soumis à une évaluation aussi du lieu dans lequel cet équipement va évoluer, du lieu de stockage. Et les équipes doivent être informées en amont de l'acquisition du matériel pour que déjà elles fassent un chemin sur l'acceptation de cet outil. Et surtout, ne pas se retrouver confronté avec un matériel qui, a priori, semblait très intéressant et adapté, mais au regard et sous l'angle de vue des salariés, peut-être qu'ils y trouveraient quelques inconvénients. Donc voilà, le maître mot, c'est faire partager. Donc, il y a la question se pose, comment contacter un préventeur de la CARSAT Sud-Est? Alors, c'est assez facile, vous allez sur notre site, c'est assez facile à trouver maintenant. Dans l'onglet entreprise, trouver alors je crois que c'est un intervenant en entreprise sur la prévention, et vous avez les différents départements qui s'affichent. Vous cliquez sur le département et vous avez une carte avec tous les secteurs, les communes et les préventeurs avec leur adresse email qui sont en charge de ces secteurs. Donc là, j'ai eu la question sur le Saint-Laurent-du-Var, ça tombe bien parce que je connais ce secteur, c'est Stéphanie Robic, par exemple. J'ai mis l'adresse email, mais c'est une information qui est disponible en ligne. Justement, Ludivine a posté l'adresse, enfin l'URL du site CARSAT, justement, pour trouver son interlocuteur en région dans le chat. Alors, une question. On a une autre question, oui, concernant l'habilitation. Comment peut-on être habilité par la CARSAT? Est-ce qu'on peut préciser la question là? Parce est-ce qu'il s'agit de consultants, enfin de quelle discipline? Consultant. Comment devenir un consultant habilité? J'ai vu la question, mais je ne sais pas de quel type de discipline il s'agit là en fait. Est-ce que la personne peut préciser la question? Non, parce qu'on a plusieurs axes. Voilà, on a axe sur ce qui est sauveteur secouriste du travail, où on doit être habilité. On a PRAP aussi, la formation PRAP, mais on a d'autres domaines qui est le réseau I3R. Et le réseau des ergonomes aussi, donc c'était simplement… C'était simplement… Est-ce que la personne peut préciser la demande en fait? Bon, en attendant, on a peut-être d'autres questions. Alors, une question aussi, je lis de Valérie. Existe-t-il des formations pratiques pour l'élève personne? Moi, j'ai répondu en ligne, mais bien évidemment, le fournisseur, dans sa mission, doit former à l'utilisation du matériel. Oui, par défaut, c'est l'obligation de l'employeur de former les salariés à l'utilisation du matériel, et cette mission est réalisée par le fournisseur, qui va faire des mises en situation, comme pour le lève-personne sur un plafonnier, qui fait des mises en situation pour déjà regarder les fondamentaux et les particularités sur lesquelles vous devez être très, très attentif. J'ai vu aussi quand une personne demandait si le webinaire allait être rediffusé en replay, donc j'ai répondu oui, mais peut-être qu'Hélène, tu peux donner plus de détails, plus de précision. Oui, ce webinaire sera disponible d'ici 2 heures. Vous en serez directement informé via votre boîte mail. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions ou si vous voulez rajouter des commentaires. Moi, j'attendais simplement la précision sur la question qui relève des consultants, là. Comment devenir un consultant habilité CARSAT? J'ai répondu sur la formation RPS. Donc, je pense que c'est bon parce que j'ai pas eu d'autres, on n'a pas vu d'autres questions. Donc, ça doit être clair. Bon. Voilà. Alors, il y a une nouvelle question. Ah voilà, ça y est. Ah oui, c'est ça, oui, c'est pour Florence. Oui, je vois que c'est pour moi. Donc, le réseau I3R, j'en ai évoqué tout à l'heure. Donc, c'est un réseau de consultants. Vous avez 2 réseaux distincts. Vous avez un réseau qui est situé en région PACA, qui comporte presque une trentaine de consultants. Et vous avez un réseau qui est situé en Corse, avec un peu moins de consultants, puisque là, vous avez 5 consultants. Donc, en fait, déjà, en fonction
de votre localisation, vous n'allez pas vous adresser au même consultant. Et donc, en fait, la liste, c'est une liste que vous pouvez trouver sur notre site. Le réseau I3R PACA, c'est un réseau qui existe maintenant depuis plus de 10 ans. Hein. Donc, c'est vrai que c'est un réseau qui est co-animé par nous, hein, la CARSAT, mais aussi, je le citais tout à l'heure, par d'autres partenaires institutionnels, notamment la Direct, la MSA et la RACT PACA pour le réseau I3R PACA et le réseau I3R Corse. Donc là, nous y sommes aussi. Il y a la Direct Corse. Vous avez les services de santé de Haute-Corse et de Corse du Sud et aussi la RACT. Donc, en termes de mission, ce sont des consultants qui ont une expérience conséquente sur la prévention des risques psychosociaux et qui sont amenés à intervenir sur des problématiques très larges, mais toujours en lien avec des risques psychosociaux. Ça peut être tout ce qui est conduite de changement, ça peut être mise en place d'une délégation d'enquête suite à événements indésirables, ça peut être aussi dans l'aide à l'élaboration d'un document d'évaluation des risques psychosociaux. Donc voilà, leur champ d'intervention est assez large. Et ils interviennent en fonction de la demande que l'établissement est susceptible de leur faire. C'est-à-dire qu'il est important qu'avant de consulter un consultant, on va dire, vous ayez déjà une vision assez claire de ce que vous pouvez leur demander. Donc pour cela, vous avez des brochures, et notamment je pense à la brochure ED 6070, qui est celle qui est une aide pour faire appel à un consultant. Donc, c'est vrai que si vous avez ce projet de faire appel à un consultant, je vous invite fortement à déjà prendre connaissance de cette brochure pour avoir une vision peut-être plus claire de comment on peut élaborer un cahier des charges et ensuite de faire appel à un consultant du réseau. Il y a pas mal de questions concernant les aides financières de nouveau. Il est préférable de commencer par, si vous êtes une entreprise de moins de 50 personnes, de commencer par une subvention prévention TPE et vous pouvez ensuite enchaîner par un contrat de prévention lorsqu'il y aura du budget, hein, je précise, parce que l'inverse n'est pas vrai, c'est-à-dire si vous êtes en cours de contrat de prévention ou si vous clôturez un contrat de prévention, il faudra attendre au moins 2 ans avant de pouvoir ouvrir une subvention prévention TPE. Donc il y a effectivement un ordre cohérent par rapport à le mode d'emploi des aides financières de la CARSAT. Donc tout ça c'est précisé sur notre site, mais c'est utile de le répéter. Donc en fait après au niveau des contrats de prévention, ça a été dit, mais les contrats de prévention il y a 2 conditions, on va dire préalables pour que ça puisse fonctionner. Une convention nationale d'objectifs qui est signée entre la CNAM et les partenaires sociaux et qui ouvre une possibilité de faire des contrats de prévention sur une profession, ce qui est votre cas, mais qui prendra fin 2021 en fait, puisqu'il faudrait qu'il y ait une 2e convention nationale ouverte pour que ce soit de nouveau possible pour les 4 années à venir, ce qui n'est pas exclu. Et la 2e condition, c'est qu'il y a encore du budget. Or là, on a plus de budget pour l'instant, mais j'espère que ça reviendra. Pour l'instant, on peut pas trop vous orienter sur cette solution. J'avais une question de Stéphane. Alors j'essaie de répondre en ligne, mais je vais le faire à l'oral, ça sera peut-être pratique. Sur les contrats de prévention, oui, aussi on peut enchaîner de 2 contrats de prévention, sauf que c'est un intervalle de temps de 2 ans entre les 2 contrats, que c'est assujetti à la CNO, la Convention nationale d'objectifs, qui est signée sur 4 ans, et qu'on soit toujours dans cette période-là d'activité de cette CNO pour avoir droit au contrat de prévention. Moi, je vois que tu as terminé, Fred. Oui. Mais voilà, donc je vois qu'il y a la question qui a été plus précise sur comment faire partie d'un réseau de consultants. Donc, c'est consultants de prévention des risques psychosociaux. Donc, je prends la question. Donc là, c'est en fait, nous avons une ouverture tous les 2 ans sur le réseau I3R PACA. Sur le réseau Corse, l'ouverture est un petit peu plus fréquente. Et donc, pour cela, en fait, il faut aller sur notre site et vous allez pouvoir trouver tous les éléments que l'on demande pour sélectionner des consultants pour l'entrée sur le réseau. Donc, brièvement, il s'agit de présenter une synthèse d'un cas d'intervention qui a été faite récemment
sur la prévention des risques psychosociaux, une synthèse assez courte. Présenter aussi le CV par rapport à votre parcours professionnel. Et ensuite, en fonction du contenu de votre synthèse, nous allons vous contacter pour avoir plus de précisions. Et ensuite, ça peut être des précisions qui peuvent être apportées par téléphone ou des précisions qui peuvent être apportées par un entretien avec les institutionnels concernés. Le statut des consultants, vous avez des consultants qui sont salariés de cabinets de consultants et d'autres qui ont des statuts d'auto-entrepreneurs. Tout dépend des consultants. Alors, j'ai vu qu'il y avait la question des aides financières de l'action sociale, l'accompagnement social à la CARSAT. Oui, voilà. Donc en fait, nous on est de la direction des risques professionnels, hein, donc on n'est pas des spécialistes de ces aides financières. Donc le mieux pour aller plus dans le détail, c'est de prendre contact avec l'accompagnement social, peut-être à l'adresse email que vous avez sous les yeux, hein, lieu de vie collectif@carsat-sud-est, ou alors nous contacter, on transmettra à nos collègues de l'accompagnement social sans problème. Alors c'est vrai que de manière générale, l'accompagnement social, c'est pour les travailleurs salariés à la retraite et GIR 5 et 6 pour des participations individuelles à l'équipement du logement, de poignées, de certains points, de sortie, mais également aussi sur l'aidant, aider l'aidant, ça fait partie de sa mission. Et pour le volet entreprise, c'est géré par des appels à projets qui sont présentés à l'accompagnement social pour une participation de la CARSAT. On a un point aussi sur le verglas, 3AT avec maladie en même temps, les mesures de prévention dans un département rural du 0,5 avec des problématiques de neige-verglas. La prévention du risque routier, que ce soit en mission ou en trajet, mais plus particulièrement en trajet, études de problématiques qu'on rencontre dans tout secteur d'activité sur les sujets environnementaux avec la neige et le verglas. Donc, il est difficile d'avoir des mesures de prévention adaptées puisque on ne maîtrise pas le temps. Par contre, on peut maîtriser tout à fait les équipements techniques avec, pour les préventeurs de chez nous aussi, hein, c'est équiper son véhicule de pneus neige dans un premier temps, c'est organiser ses tournées pour avoir un circuit court ou des réseaux qui sont salés. Donc voilà, c'est plutôt dans l'organisation du travail, dans quelques mesures techniques qu'on peut trouver une réponse. Et aussi, il y a une formation qu'on avait établie il y a un moment sur, alors c'était Santor qui l'a proposé et d'autres de centres de formation, c'est la conduite plus sûre. Conduite plus sûre qui va vous permettre d'évoluer sur des plateaux qui vont matérialiser des situations comme, on va dire, la glissade sur neige, le dévirement, ça va être aussi l'aquaplaning, sur les angles morts. Donc voilà, il y a plusieurs axes. Ces 3 axes peuvent être utilisés, comme on a dit, hein, en mesure de prévention, organisation, technique et la partie humaine, bien évidemment. Je pense qu'on a fait le tour peut-être des questions. Je vois une question qui peut être relative aux risques psychosociaux aussi. Hein, c'est pourriez-vous présenter un exemple d'illustration d'établissement qui a rencontré un fort taux d'absentéisme et qui a pu le résorber durablement? Donc moi, j'ai en tête un établissement de soins de suite pour lequel le taux d'absentéisme était très très important, mais pas que le taux d'absentéisme, puisqu'en fait il était aussi mis en perspective avec un turnover important, un turnover de salariés et aussi un turnover important de direction. Donc c'est vrai que le climat dans cet établissement était particulièrement délétère, hein, on parlait de violence externe, mais là on était vraiment sur de la violence interne, hein, des conflits interpersonnels très profonds, un dialogue social rompu. Donc, il y a eu au départ un changement de direction avec une direction qui a été plus pérenne. Il y a eu de la part de cette direction une volonté de s'engager dans une démarche de prévention des risques psychosociaux. Le questionnement de est-ce que cette démarche va s'effectuer à l'interne avec les ressources
dont l'établissement disposait ou le recours à un consultant. Là, il s'avère qu'en l'occurrence, l'établissement a fait appel à un consultant. Et donc, il y a eu une démarche très fouillée, très profonde qui a été mise en place, hein, donc avec un comité de pilotage, avec un recueil de données sur le terrain pour savoir finalement quelles étaient les perceptions, le ressenti de terrain des salariés par rapport aux situations de travail. Et là, actuellement, effectivement, il y a une amélioration sensible. On parle d'absentéisme, on parle aussi de dialogue social, on parle de violence interne qui a diminué, de feuilles d'événements indésirables qui sont moins présentes. Et c'est vrai que ça, en fait, ça a été généré par cette démarche, parce qu'il y a eu une remontée sur les difficultés aussi que les salariés pouvaient rencontrer, c'est-à-dire une charge de travail qui n'était pas nécessairement régulée, des planifications qui n'étaient pas faites de façon peut-être suffisamment équitable, et puis aussi la possibilité qui a été offerte pour les salariés de pouvoir participer à des groupes de parole, des groupes d'analyse sur la pratique par rapport au ressenti qu'ils vivaient. Justement, on parlait tout à l'heure des exigences émotionnelles, notamment en lien avec la souffrance des patients, la souffrance rencontrée. Donc c'est vrai que le taux d'absentéisme a diminué, mais ça n'a pas été simplement un indicateur tout seul, hein. Il y a eu tout un faisceau d'indicateurs qui a fait partie d'un tableau de bord et que l'établissement continue à suivre, puisque là il y a eu donc une deuxième, on va dire, partie de diagnostic qui s'est effectuée suite à la période du confinement 2. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir à un moment quelque chose qui s'améliore, mais c'est très très important de suivre régulièrement ces indicateurs de façon à être alerté dès que ça commence à dysfonctionner, ne pas attendre qu'il y ait vraiment quelque chose qui soit extrêmement dégradé, parce que là il faut un petit peu plus de temps pour redresser la barre. Alors c'est vrai que par rapport aux facteurs clés aussi de réussite, c'est le moment, quand on a fait son évaluation des risques psychosociaux, c'est ce qu'on retrouve un peu des fois sur le terrain, c'est le moment du plan d'action et de sa mise en œuvre. Donc c'est un moment clé pour rassembler ou diviser. Donc on vous invite fortement à être très attentif sur ce plan d'action et les mesures qui le composent pour que ce soit des objectifs atteignables et qui répondent au retour terrain. Et ce sont des facteurs de réussite pour amener l'équipe au bout du chemin, quoi. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va clôturer ce webinaire. Vous avez pu donc découvrir notre offre régionale de prévention donc sur la formation, la prévention des TMS et des RPS, mais également sur les aides financières. Je vous encourage à consulter le site internet de la CARSAT Sud-Est où vous pourrez trouver donc des informations complémentaires sur ce que nous avons abordé ce matin, et également, comme on vous l'a dit tout à l'heure, les coordonnées de votre interlocuteur en région. Ce webinaire, en fait, est le premier d'une série qui va vous être dédiée. Nous souhaitons vous proposer d'autres rendez-vous, d'autres webinaires plus spécialisés. C'est pourquoi on vous a proposé ce petit sondage auquel vous avez répondu là tout à l'heure. Nous souhaitons donc vous proposer d'autres webinaires qui répondent à vos attentes. Je remercie nos 3 orateurs, Florence Neza, Frédéric Gérald et Alain Brunel, mais également Ludivine Lux pour son soutien technique. Merci à vous tous pour votre participation active et puis à très bientôt pour d'autres webinaires. Surtout, continuez à prendre bien soin de vous. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir. Merci.